Dans un monde où le cinéma et les jeux vidéo coexistent, découvrons ce qui arrive quand l'on veut passer d'un de ces univers parallèles à l'autre. Hey les fans de ciné et de game, it's me, Mario! Non, ça va pas le faire, je suis désolé, avec cette casquette, ça va pas le faire. Attendez. Voilà, là je le sens mieux. Je le sens mieux comme ça. Ici Critiqueur, et c'est un plaisir de vous retrouver dans cet épisode de Parallèle. Outre le ciné et la télé, je kiffe également les jeux vidéo. Ce format est donc idéal pour vous présenter les deux univers en un seul coup, et découvrir comment le cinéma et les jeux vidéo coexistent. Si vous kiffez également les jeux vidéo, je vous mets en description une vidéo que j'avais déjà faite sur le sujet. Transposer un jeu vidéo en film ou l'inverse, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut que les fans du matériau d'origine s'y retrouvent dans l'adaptation qui est faite et il faut que ceux qui connaissent que dalle à l'univers proposé puissent y adhérer. Et ça donne bien souvent des transpositions foireuses dans un sens comme dans l'autre. Ça peut arriver, cependant que ça fonctionne admirablement bien, mais c'est plus rare. Et pour ce premier épisode, je trouvais logique de voir ensemble la première transposition d'un jeu vidéo au cinéma, qui est le film Super Mario Bros, réalisé par Rocky Morton et Annabelle Yankel, sorti en 1993. Et pour éviter de me faire super smasher dans les commentaires, je vous préviens, il y aura des spoilers. Mais commençons par le commencement, je vous propose de voir en détail qui est ce personnage archi connu du jeu vidéo, ce petit plombier moustachu qui s'appelle Mario. Here we go! On découvre Mario pour la première fois dans le jeu Donkey Kong, sorti sur borne d'arcade en 1981. En ce temps-là, il s'appelait encore Jumpman, était charpentier et il devait aller mettre une rouste au gorille du titre pour sauver sa petite amie qui avait été kidnappée, qui s'appelait à l'époque Lady. À la tête de la création du jeu, on retrouve un certain Gunpei Yokoi, ainsi que celui qui se trouve être le papa de Mario, Shigeru Miyamoto. On retrouve ensuite Mario avec son nom définitif, cette fois-ci dans Donkey Kong Jr. sorti sur arcade en 1982. Et il faut noter un truc intéressant, c'est que c'est le seul jeu dans lequel on retrouve Mario qui joue le rôle du méchant. Si, il joue le salaud dans l'histoire. Il joue le salaud. Il a kidnappé Donkey Kong, et c'est son fiston, Donkey Kong Jr., qui doit aller sauver son papa des griffes de Mario. On n'aurait pas cru ça de Mario, franchement. Le deuxième jeu où il apparaît, c'est un méchant. Incroyable! Est-ce que vous saviez que Mario avait joué le rôle d'un méchant dans un jeu? Sérieusement? Alors dites-le dans les commentaires hein, si vous saviez, parce que moi ça m'intéresse. Alors, je ne savais pas que Mario était méchant une fois dans sa vie. Hein. Ben là pourtant, si, c'est un méchant. Puis en 1983, c'est le jeu Mario Bros qui sort sur arcade avec un nouveau personnage, un certain Luigi, qui s'avère être le frère de Mario. Dans le concept du jeu, ils doivent se rendre ensemble dans les égouts de New York, histoire de dézinguer quelques créatures, comme des crabes, des tortues, ou des choses comme ça. Et déjà dans ce jeu, on sent ce qui va arriver par la suite. Déjà dans ce jeu-là, on a les bases de ce qui fera plus tard les Super Mario. En 1985, c'est la révélation avec la sortie de Super Mario Bros sur la NES de Nintendo. Et puis il faut le dire, hein, le succès est total avec à ce jour plus de 40 millions d'exemplaires vendus. Donc c'est un jeu qui a absolument cartonné à son époque et qui continue encore aujourd'hui de cartonner. À partir de là, Mario va enchaîner les jeux les uns après les autres. Bon, on aura notamment Super Mario Bros 2 sorti sur NES en 1989, Super Mario Land sorti sur Game Boy en 1990, Super Mario Bros 3 sorti sur NES en 1991, Super Mario World sorti sur Super Nintendo en 1992, et Super Mario Land 2 également sorti en 1992 sur Game Boy. D'ailleurs, dans Super Mario Land 2, on retrouve un célèbre antagoniste de la série pour la première fois, un certain Wario. Et Mario est donc devenu l'icône de Nintendo. Il continue de sortir des jeux encore aujourd'hui, et dans les plus célèbres qui sont sortis, on peut notamment citer Super Mario Kart sur Super Nintendo en 1993, Super Mario 64 sorti sur la Nintendo 64 en 1997. Ah, que de souvenirs, Super Mario 64.
On en a tellement bavé pour atteindre les 121 étoiles. Non, mais c'était... Ah, c'était la belle époque, la 64. Ça manque. Super Mario Galaxy sur Wii en 2007. Super Mario Maker sur Wii U en 2015. Et Super Mario Odyssey sur Switch en 2017. Donc là, à chaque fois que Mario apparaît dans un jeu, c'est King Carton pour Nintendo. Hein. Il gère le truc de ouf. Hein, pour dire que c'est un plombier moustachu avec une casquette rouge. Chaque fois qu'il apparaît dans un jeu, c'est le carton. En plus, Mario n'a pas fait que des jeux de plateforme. Il apparaît dans une blinde d'autres jeux. Par exemple, il a fait des jeux de plateau, il a fait du tennis, du golf, de la baston, du basketball, du football, du baseball, et il a même participé aux Jeux Olympiques, avec son pote Sonic. Et d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, le premier jeu où on retrouve les deux icônes vidéoludiques ensemble. Et est-ce qu'on parle du fait qu'il a également bossé dans une fabrique de ciment? Ah si, je vous promets, il a bossé dans une fabrique de ciment dans ce jeu. Non, sérieusement, ce petit gars, il sait tout faire. Et concernant Luigi, il n'a pas connu la même notoriété que son grand frère. C'était un personnage jouable lorsqu'on faisait une partie à 2 joueurs dans les jeux Mario Bros et Super Mario Bros. Sinon, c'est vrai qu'il est toujours resté un peu en retrait par rapport à Mario. Il a tout de même eu sa propre franchise avec Luigi's Mansion qui a débuté en 2002 sur GameCube. Et qui sont d'excellents jeux, avec Luigi comme personnage principal. Qui va sauver Mario. Avec plus de 41 ans d'existence et plus de 200 jeux à son actif, Mario est sans doute le personnage de jeu vidéo le plus connu au monde. Pour dire que c'est un petit plombier moustachu, respect. Et bien entendu, vous pensez bien qu'avec un succès comme celui-là, ça donne quelques idées à Hollywood. C'est donc après un développement extrêmement éprouvant que sort Super Mario Bros en 1993. Un certain Roland Joffé, qui possède la société de production Leitmotiv, émet la suggestion que ça serait pas une mauvaise idée de faire un film sur Super Mario. Il s'en va donc présenter la première ébauche de script à Hiroshi Yamauchi, président de Nintendo à l'époque, qui va lui donner non seulement le feu vert, mais en plus 2 millions de dollars pour démarrer le projet. Allez, vas-y, tu prends, tu démarres ton truc, tu vois. Et le président de Nintendo à l'époque a donné son feu vert. Hein, c'est aussi ça qu'il faut bien se mettre dans le plot. Les deux réalisateurs sont également trouvés, il s'agit du couple Rocky Morton et Annabelle Yankel. Malgré énormément de réécriture, de gros problèmes de développement ainsi qu'une immense ambiance de merde sur le plateau de tournage, le film sort tout de même en mai 1993. Le résumé, pour faire ça rapidement, ce sont deux frères, Mario et Luigi, plombiers de profession, qui s'en vont sauver une jeune fille qui a été kidnappée dans une autre dimension par un tyran nommé Koopa. Voilà, un résumé, vite fait, bien fait. Et là, c'est la douche froide. Les critiques lapident le film et la rentabilité est carrément naze. Pour un budget estimé à 48 millions de dollars, le film n'en engrange que 39. On peut clairement dire que c'est un échec total. Mais bon, au fur et à mesure des années, le film obtient gentiment un statut de film culte. C'est bien connu, souvent des films qui n'ont pas du tout fonctionné à une époque, au fur et à mesure, notamment lors des sorties VHS dans les années 90, ils ont commencé à avoir plus de hype que prévu, et du coup ils sont devenus cultes bien après leur sortie. Mais lors de la sortie de celui-ci, rien n'a fonctionné. Et franchement, comment ça a pu foirer? Ils avaient absolument tout ce qu'il leur fallait. La licence de jeux vidéo connaît un succès mondial, et en plus, Nintendo donne son feu vert pour faire le film. Et il donne même de la thune. Bon, ça part déjà très très bien. Et en plus, on a vraiment des acteurs sympatoches à l'affiche. On a Bob Hoskins, qu'on a déjà vu dans Qui veut la peau de Roger Rabbit ou dans Hook. On a John Leguizamo, qui était un pro du stand-up à l'époque et qui avait déjà monté son propre spectacle. On a Dennis Hopper,
qu'on a déjà vu dans Easy Rider, Apocalypse Now et Blue Velvet. Rien que ça, hein, quand même. On a Samantha Mathis, qui était peu connue à l'époque, mais qui était blindée d'ambition. Tout ça sans compter encore Fiona Shaw, Fisher Stevens et Richard Edson. Donc, on a un casting de rêve. On ajoute à ça Alan Silvestri à la musique, Dan Castellaneta, qui est le narrateur en voix off en début du film, qui n'est personne d'autre que la voix originale d'Homer dans Les Simpsons, et le groupe Roxette, qui s'occupe de la musique originale avec le titre Almost Unreal. Son deck, ils ont tout pour réussir, les gars. Ils ont tout pour réussir. Et malgré tout ça, ça a quand même foiré. Pourquoi ? Pourquoi ? Il est possible de mettre ça sur le compte des réécritures incessantes en cours de route, notamment énormément après le rachat des droits de distribution par Disney seulement quelques semaines avant le tournage. Ça peut venir de la potentielle tyrannie des réalisateurs sur le plateau ou des immenses divergences artistiques qu'il y avait entre les artistes et la production. D'après plusieurs acteurs, notamment Bob Hoskins et Dennis Hopper, le tournage a été un véritable cauchemar. C'était composé d'engueulades, de revirements de situation et d'alcool. Oui, d'alcool. Parce que Bob Hoskins et John Leguizamo l'ont avoué, ils se tapaient de solides apéros avant les prises, histoire de prendre la distance avec le bordel ambiant. D'ailleurs, pour Bob Hoskins, ça a été la pire expérience de sa carrière. Et pour l'anecdote, il s'agit de l'unique film qui émane de la licence Nintendo jusqu'à Pokémon Détective Pikachu en 2019. Comme quoi, Nintendo a pris énormément de recul par rapport au cinéma après l'échec de Super Mario Bros. Bah ouais, les mecs sont tout contents. Ouais, on va faire un film sur Super Mario, ça va être trop bien et tout. Au vu de la planter, ils se sont dit non, le cinéma, on arrête pendant un moment. Et c'est seulement en 2019, avec Pokémon Détective Pikachu, c'est une licence Nintendo qui est arrivée à nouveau au cinéma. Même si le développement chaotique du film mériterait d'être étudié, nous allons nous pencher maintenant sur la transposition qui s'est faite entre le jeu original et le métrage final. Parce que ouais, on est dans parallèle, donc on va faire un parallèle, ou des parallèles. Des parallèles. Vous êtes prêts ? On y va. Dans les jeux, la mission principale est de sauver la princesse d'un monstre. Simple, basique, clair, net. D'ailleurs, pour l'anecdote, dans le jeu Donkey Kong de 1981, c'est la première utilisation de la demoiselle en détresse. Moi je déteste ceux qui font ça, pas vous, qui est utilisée dans un jeu vidéo. Voilà, je voulais le souligner. Donc, si on reste dans ces termes, le film reprend rigoureusement cette trame. Du moins dans sa base. Parce que pour le reste, pas des masses. Le film a d'ailleurs été passablement critiqué pour son scénario léger, sans substance et manquant cruellement de narration. En même temps, raconter simplement l'histoire d'un petit bonhomme qui s'en va sauver une princesse en se prenant une blinde de points d'interrogation dans la gueule en cours de route, ça aurait pas cassé des briques. De leur création jusqu'en 1993, qui est l'année de sortie du film, les jeux Mario avaient effectivement aussi une trame, mais qui restait très légère. C'était toujours, faut sauver la princesse du méchant. Mais c'est vrai que la trame, elle est restée très simple dans les jeux. Je pense que le gros problème du scénario du film, c'est qu'il fallait conserver cette idée de base des jeux, réussir à transposer ça à l'écran en étoffant un peu l'histoire, que ça soit un peu plus cossu, tout en gardant une cohérence. Mais manifestement, ça n'a pas bien fonctionné. C'est extrêmement compliqué de transposer un jeu vidéo en film, surtout s'il s'agit de Super Mario. On est obligé de passer par quelques adaptations à faire pour que ce soit lisible à l'écran. Par exemple, le royaume champignon s'est transformé en une immense mégapole qui s'appelle Dinoatan. Bon, c'est rempli de mycoses, mais c'est pas une raison. C'est pas parce que mycose égale champignon qu'ils ont trouvé l'idée du siècle. D'ailleurs, c'est un peu dégueu. Les vilains reptiles du jeu ont muté en dinosaures, du coup on sent bien la sortie de Jurassic Park la même année. En dinosaures, ça faisait carton à l'époque. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui avaient une blinde de dinosaures en miniature, qui avaient des figurines dinosaures, et c'est vrai que c'était la hype à l'époque. Donc je comprends qu'ils aient transposé ça en dinosaures, mais bon, ça rejoint pas énormément le jeu. Il faut avouer que l'idée des sauriens qui évoluent suite à la chute de la météorite sur Terre pour devenir une espèce intelligente et parallèle
à celle des êtres humains, c'est une bonne idée, mais c'est terriblement mal exploité. Non, franchement, le concept de l'évolution saurienne est une excellente idée au niveau de la transposition entre le jeu et le film pour pouvoir expliquer un peu l'univers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le film est principalement basé sur le jeu Super Mario World sorti en 1992. Quand on regarde ce jeu, on est dans un univers qui est très féerique, qui est très coloré, qui est très mystérieux. Et là, avec le film, lors de la transposition, on nous balance une idée selon laquelle les dinosaures auraient continué d'évoluer en parallèle de la race humaine. Et les dinosaures, c'est quelque chose de très scientifique, de très terre-à-terre. Et à mon avis, la grande problématique sur cette transposition, c'est que entre le monde mystérieux que l'on peut retrouver dans Super Mario World ou dans les autres jeux Super Mario, ici, on nous brise carrément notre imaginaire en nous exposant clairement une situation extrêmement concrète avec des explications qui ne laissent plus de place à l'imaginaire. C'est comme l'idée de la pierre, enfin du fragment de météorite qui doit être utilisé pour fusionner les deux mondes. L'idée, elle est pas si mal sur le fond, mais de nouveau, ils ont voulu trop en faire et du coup, à vouloir trop en faire, on finit par mal faire. Ah, le fragment de météorite dans Super Mario Bros. Il attire toutes les convoitises. Non, franchement, c'est une bonne idée d'avoir mis ce fragment de météorite qui permet de fusionner les mondes, donc entre le Dinoverse et notre réalité. Cela apporte un enjeu scénaristique au film non négligeable et c'est un peu le leitmotiv de chacun des personnages en cours de route, outre bien entendu le fait de retrouver Daisy. Cependant, ça aurait pu être utilisé comme un élément déclencheur de suspense qui aurait pu apporter un aspect un peu plus tendu au métrage. Et pourtant, c'est fait de manière complètement foutraque. À la fin, la fusion se fait quand même, mais ça dure seulement quelques instants. On voit qu'il y a la tour de Koopa qui arrive dans notre réalité, ainsi que ce dernier et quelques-uns de ses sbires, plus Mario. Tout le reste de la population du Dinoverse, on s'en fout. Et c'est terminé. Luigi arrive à retirer le fragment de météorite avec un tire-bouchon, et ça s'arrête là. Donc autant dire que c'était une idée qui avait un potentiel scénaristique non négligeable à la base, qui pouvait réellement apporter quelque chose de plus au film, et finalement ça a été mis en place de manière complètement bordélique. Il y avait des bonnes idées, mais la transposition s'est faite de manière complètement foireuse. C'est con ? C'est con. À ce titre, la première ébauche du script qu'il y a eu était beaucoup plus fidèle au jeu. Parce que l'histoire, ça suivait Bowser, qui s'en allait sous apparence humaine dans le monde des humains, pour aller récupérer une couronne auprès de la princesse Daisy, qui s'appelait Hildy dans le script initial, et il se retrouvait confronté au frangin Mario et à Toad, qui les accompagnait tout au long de l'histoire. Et la confrontation finale, ça devait être un truc absolument gigantesque, où Bowser finissait dans une fosse de lave. Donc on est vachement plus proche des jeux, mais dit comme ça, c'est vrai que ça semble aussi extrêmement coton à transposer à l'écran. Et il y avait même un personnage qui représentait Kamek, qui est le magicien de Bowser. Mario devait arriver dans une sorte de château, c'est qu'il se battait contre lui, et à la fin de la confrontation, Kamek lui disait « Non, mais la princesse n'est pas dans ce château ». Donc ce qu'on nous dit à chaque fois dans le jeu vidéo, qu'on arrive à finir un monde numéro 4. C'est les jeux. Ah, les jeux. Que de nostalgie, hein, que de nostalgie. Non, incroyable ces jeux, incroyable. Kamek, alors qu'est-ce qui nous faisait chier dans Super Mario World? Il transformait les cubes jaunes en ennemis ou en champignons. C'est barré, hein. D'après une interview de Rocky Morton, le co-réalisateur du film, ce dernier voulait vraiment que le film soit une préquelle au jeu. Donc c'est-à-dire que le film définissait les bases de ce que devenaient ensuite les jeux. Pour terminer la section scénario, je vous propose de lire une de ses citations lors de cette interview. L'idée étant que nous allons raconter la vraie histoire et que le jeu lui-même était une perversion de l'histoire originale, ce qu'est le film. Ouais, s'il veut. Et on s'étonne que ça ait foiré. Alors là, il faut avouer, il y a du monde. On a les frangins Mario et Luigi. On a Daisy, la princesse perdue et retrouvée. A noter qu'il s'agit de Daisy et non de Peach.
hein, Daisy qui est apparue pour la première fois dans Super Mario Land en 1990. On a Koopa, le tyran absolu du Dinoverse. Et là, il faut tout de même préciser une chose, c'est que dans le jeu Super Mario Bros. Sorti en 1985, le nom de l'antagoniste c'est Big Demon Koopa. Et ce n'est que dans les versions européennes et américaines que le personnage s'est appelé par la suite Bowser. Au Japon, il est toujours connu sous le nom de Koopa. On a Iggy, un Koopaling apparu dans Super Mario Bros 3. On a Spike, un des ennemis de Super Mario Bros 3. On a Yoshi, qui est apparu pour la première fois dans Super Mario World. On a Toad. Oui, on a Toad. Vous voyez, il est là au générique. Et c'est lui dans le film. Donc, on a bien Toad. Quand j'étais gosse, je disais Toad. Il est con. T'as vu le nouveau Super Mario? Dedans, il y a Toad. Oh là là, Toad. Non, Toad. Et là, dans les vilains, je me demande ce que ça aurait donné si nous avions mis Wario, Big Boo ou même Tatanga. Non, en fait, ça aurait été le bordel. Et on a même Bowser. Quoi? Vous avez vu le film? Que vous n'avez pas vu Bowser? Bon, en même temps, il n'a pas vraiment la même gueule que dans les jeux. Donc c'est peut-être un petit peu compliqué de le trouver. Mais il est bien là et il est joué par un acteur talentueux et pas des moindres, Lance Henriksen. Quoi, vous me croyez pas? Donc si je vous dis qu'il y a Bowser dans Super Mario, il y a Bowser dans Super Mario. Vous me croyez pas? Triste. Ben voilà, c'est IMDb qui le dit. King Bowser. Et il était également mentionné ainsi dans les dernières versions du script. Bon, il y a eu tellement de réécriture, au bout d'un moment, le personnage s'est appelé comme ça. Et si ma mémoire est bonne, il est également mentionné dans le générique de la version VHS. J'ai un doute, mais il me semble. Histoire de voir de qui on cause, je vous mets l'extrait. Libre enfin. Grâce au plombier. Pour continuer avec les personnages, le nom de Big Bertha, interprété par Francesca P. Roberts, vient du gros poisson rouge dans Super Mario Bros 3. Vous n'avez pas trouvé celle-là, hein? Oh, moi j'ai mis du temps aussi avant de la trouver. Et les Sniffies, ceux qui bossent à la décharge, ressemblent étrangement aux ennemis dans Super Mario Bros 2. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les Goombas. Ces ennemis archi connus dans les jeux Super Mario ont vécu une transposition à l'écran passablement pénible. Ben oui, on est quand même passé de ça à ça. Sans doute pour que ça colle plus avec l'idée des dinosaures. Goomba. Mais bon, même quand j'étais gamin et que je regardais le film, ça m'a toujours dérangé la manière dont ils ont transposé ces ennemis des jeux au cinéma. En même temps, s'ils avaient fait des Goombas un peu plus réalistes, ça aurait peut-être donné ça, et là on était plus dans le domaine horrifique que celui du film familial. Donc, fondamentalement, ce n'est pas une mauvaise chose. J'ai remarqué un truc en écrivant cette vidéo, c'est que le nom de famille du réalisateur, Rocky Morton, c'est en fait le nom d'un Koopaling qu'on retrouve également dans Super Mario Bros 3. Ouais, je trouvais l'anecdote intéressante que en fait le réalisateur est lui-même le nom d'un personnage qu'on retrouve dans Super Mario. Qui plus est un antagoniste. Il y a également d'autres personnages comme celui de Lena, interprété par Fiona Shaw, qu'on ne retrouve pas dans les jeux et qui ont été créés exclusivement pour le film, mais qui s'adaptent bien à l'univers dans lequel ils évoluent. En matière de transposition de personnages, on peut dire que Super Mario Bros, il fait son taf. On a beaucoup de personnages du jeu qu'on retrouve dans le film, il y a beaucoup de clins d'œil à certains personnages qui sont faits dans le métrage. Je trouve que le travail est pas mal fait à ce niveau-là. Quand j'étais gamin, je me souviens, moi, ce que je kiffais en regardant ce film, c'était justement de voir ces personnages du jeu qui débarquaient sur grand écran, puis de pouvoir les voir en vrai, d'une certaine manière. Et je pense que là, sur ce point-là, la transposition a été bonne. Même si le film, il est complètement à côté de la plaque. Mais bon, quand t'es gamin, tu ne fais pas forcément attention aux subtilités de scénario, tu t'en fous si c'est ridicule, etc. Donc,
Mais quand t'es gosse, voir tes personnages préférés prendre vie à l'écran, ça n'a pas de prix. Par contre, en ce qui concerne le jeu des acteurs, ce dernier a souvent été critiqué comme étant beaucoup trop caricatural, voire carrément ridicule. Par exemple, John Leguizamo, qui était un pro du stand-up, n'avait pas le droit d'improviser pendant le tournage. Donc dire à un mec qui est quand même un pro de l'impro, non, tu suis le texte, point barre, c'est un peu con. Donc comme je disais, quand on est enfant, voir ses personnages préférés à l'écran, c'est un immense kiff, mais en grandissant puis en prenant conscience du ridicule qui traîne derrière eux, c'est vrai que ça perd un peu en saveur. De plus, le background des personnages est carrément inexistant. Quand on apprend que Luigi a été élevé par Mario, et bon, on passe rapidement dessus. Koopa qui a pris le pouvoir dans la dimension du Dinoverse. Bah voilà, c'est bien, on sait pas trop comment ni pourquoi, mais c'est très bien. Et c'est pas creusé, en fait. Il y a aucune profondeur dans les personnages. Donc de nouveau, transposer la psychologie des personnages du jeu dans le long métrage, c'est extrêmement compliqué, et c'est difficile à faire sans que ça soit complètement débile. Mais un peu plus de background, ça aurait pas été de refus. En même temps, si Rocky Morton il voulait effectivement faire une préquelle au jeu, il n'y avait pas besoin de trop creuser la psychologie des personnages, vu qu'elle serait entre guillemets développée ensuite dans les jeux. Mais c'est pas une excuse. Le film s'est principalement inspiré de l'univers de Super Mario World sorti en 1992 sur Super Nintendo. Mais bon, faut dire qu'entre ça et ça, il y a quand même un putain de fossé. Et on tient ici un autre gros problème qui a été soulevé lors de la sortie du film, son univers. Jugé parfois dérangeant voire malsain, il n'y a aucune connexion visuelle entre les jeux et les décors du film, quand bien même ces derniers soient très bien faits. Et on peine à se croire dans un Super Mario. Mais bon, passer de l'univers chatoyant de Super Mario World à une immense ville complètement cyberpunk, il y a quand même des limites. D'ailleurs, comme l'a dit le co-réalisateur, et j'ai bien pensé, nous connaissons tous le jeu. Ne serait-il pas intéressant de créer un jeu un peu plus sombre et qui soit la vraie histoire ? Ben non. En matière de transposition, l'autre big problème, c'est la diversité. Là où dans les jeux Super Mario, on se retrouve dans des niveaux colorés, à la plage, en montagne, sous la neige, en forêt, dans des niveaux aquatiques ou aériens, dans le film, on a une ville, un désert, et c'est marre. D'ailleurs, Koopa résume très bien la situation. Je suis le maître de tout ce que vous voyez ici. À savoir, quelques misérables ruelles et un désert infini. Bon, au moins, on a le désert. C'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que ce manque de diversité, ça nous éloigne encore un peu plus de l'impression de se retrouver dans un Super Mario. Et comme je l'ai dit avant, les décors sont tout de même très bien faits et il faut mentionner que les effets spéciaux étaient à l'avant-garde pour l'époque. En effet, par exemple dans la scène de la fusion entre les deux mondes, quand les personnages s'évaporent en particules d'un univers à l'autre, les programmeurs ont entièrement écrit la séquence pour qu'elle soit possible numériquement. Donc c'était une véritable prouesse pour l'époque et au niveau des effets spéciaux, on peut dire que ça n'a pas trop mal vieilli. Bon, pas tous, mais globalement, on s'en tire plutôt bien. Mais malheureusement, cela ne va pas sauver le film. La problématique visuelle vient également du grand nombre de réécritures qu'il y a eu en cours de route. Tandis que les réalisateurs, eux, voulaient quelque chose de plus adulte, la production, elle, souhaitait quelque chose qui soit plus adapté aux enfants. Et finalement, on comprend pourquoi ça matche pas. Et pourtant, dans ce film, c'est blindé de références au jeu. Par exemple, les Bullet Bill, c'est les cartouches qui servent à recharger les grolles bondissantes, qui s'appellent en fait en VO des Thwomp Stompers. Thwomp, tu vois le truc, c'est une grosse pierre qui essaye de t'écraser tout le temps dans les jeux. Là, fondamentalement, l'idée de la transposition, elle est bonne. Parce que comment faire pour qu'un personnage humain fasse des sauts plus grands comme le fait Mario dans les jeux vidéo ? Tu lui donnes des grolles qui sautent plus haut. Hein, là, typiquement, la transposition, selon moi, ça joue pas trop mal. On a aussi une bobombe qui sauve la situation à la fin du film, et il y a même une marque de boisson
qui s'appelle Wiggler, comme les chenilles dans Super Mario World. Et les armes utilisées par la garde de Koopa, ça ressemblerait pas un peu aux boules de feu qu'on peut balancer dans les jeux? Il existe encore énormément d'autres références aux jeux qui se trouvent dans le film que je vous invite à découvrir lors d'un énième visionnage. Donc même si l'univers métropolitain qu'on retrouve dans le film ne correspond mais pas du tout au jeu, n'en reste qu'au niveau clin d'œil et références, on en a pour notre rétine. Et ça, c'est déjà pas mal. Mario, un personnage d'une des franchises vidéoludiques les plus appréciées, mis à mal dans un film sorti en 1993. À l'époque, Nintendo pensait que la notoriété du petit plombier suffirait à faire un carton avec un film en prise de vue réelle. Et on a du bol, parce qu'entre la scène finale et la scène post-générique, ils avaient de quoi nous blaster une suite. Mais je vais peut-être vous apprendre quelque chose, fans de ciné, cette suite existe bel et bien, en webcomic. Donc si connaître la suite de Super Mario Bros sorti en 1993 ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Même si on ne peut pas nier un certain plaisir de revoir le film encore aujourd'hui, il a eu un impact négatif sur tous ceux qui ont travaillé dessus. La franchise de jeu, elle, a continué de grandir, faisant encore et toujours de Mario un des personnages les plus populaires du jeu vidéo. Mais est-ce que cela va encore durer longtemps ? Et oui, il y a un nouveau long métrage, en animation cette fois, qui est prévu pour décembre 2022. C'est Illumination Studio qui a créé notamment Moi Moche et Méchant, qui est à la production de cette nouvelle adaptation animée. Est-ce que cette fois-ci la transposition pourra se faire sans que ce soit un véritable bordel ? Avec le président actuel de Nintendo, Shuntaro Furukawa, en producteur délégué, et Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, en coproducteur, les choses devraient techniquement bien se passer. D'ailleurs, c'est Shigeru Miyamoto lui-même qui a dit que faire un film était quelque chose de très différent que de faire un jeu. Et là, je pense que le type, il a tout compris. T'as tout compris, Shigeru, t'as tout compris. I'm Luigi. It's me, Mario. Mamma mia! Oh, wow. I got it! Okie dokie! Voilà, j'espère que ce comparatif vous aura plu, que vous avez pu apprendre des choses et que vous allez avoir un kiff énorme en reprenant une partie sur ces bons vieux jeux Mario. Et comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un bon vieux pouce bleu si la vidéo vous a plu, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film ou des jeux, et également n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, parce qu'il va y en avoir. Et si vous avez des idées de jeux ou de films, d'une transposition entre les deux que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas également, faites-vous plaisir, laissez un commentaire. En description, vous trouverez le lien sur la première vidéo que j'avais faite sur le sujet,
sur diverses sources et également sur le webcomic qui est donc la suite du film Super Mario Bros de 1993. Puis comme d'habitude, vous trouverez aussi tous les liens vers les différents supports, que ce soit mon site internet ou ma page Facebook. Le monde fascinant des jeux vidéo n'a pas fini de nous surprendre, tout comme celui du cinéma. Et quand les deux s'entrechoquent, ça peut donner des choses absolument magnifiques ou carrément à chier. Mais n'oubliez pas, devant un écran, une manette à la main ou non, l'important, c'est de vivre ses passions. D'ailleurs, c'était Critiqueur, en direct du canapé, fan de ciné et de game. À bientôt pour une nouvelle vidéo.